Faut-il craindre une croissance zéro au cours des 10 prochaines années? Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Croissance zéro, c'est le titre de votre dernier livre que vous avez écrit en collaboration avec Marie-Paule Virard. Alors, un titre un petit peu étonnant, alors que partout on a le sentiment de voir les signes précurseurs d'une reprise. Oui, alors il ne faut pas confondre la croissance de court terme. Effectivement, 2015 sera probablement une assez bonne année. Tout le monde le dit, hein, prix du pétrole plus bas, dépréciation de l'euro, ceci vaut pour l'Europe, taux d'intérêt très faible, Lever des politiques d'austérité. politique budgétaire au minimum neutre et peut-être même un peu expansionniste, donc on va avoir une croissance très supérieure à celle qu'on attendait. La question du livre n'est pas la croissance de court terme, on a des marges de capacité disponibles, on peut produire plus à court terme. Notre question, c'est le potentiel de croissance dans les 10 prochaines années. Et donc la capacité à avoir une croissance plus forte, entretenue. Et c'est de cela dont nous parlons. Et nous doutons, ou en tout cas nous posons la question, est-ce que les gouvernements, est-ce que les institutions internationales ne surestiment pas gravement le potentiel de croissance à 10 ans? Alors votre idée, c'est de dire, là on peut avoir, grâce à la conjonction de contre-choc pétrolier, de facteurs positifs, 2 années de croissance par exemple, mais sur le long terme, à 10 ans, notre croissance potentielle va être très faible. Et vous soulignez même que revenir à 2% de croissance potentielle vous paraît hors de portée, aussi bien en France que dans le reste de la zone euro. Oui, alors d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le déclin des gains de productivité qui est derrière le recul du potentiel de croissance, hein, la production que chaque individu peut faire, ralentit. Ce déclin des gains de productivité est un phénomène complètement universel. On l'observe dans tous les pays de l'OCDE, y compris des pays dont on pense qu'ils sont très avancés technologiquement, hein, comme les États-Unis, comme les pays d'Europe du Nord, comme la Suède, comme le Japon. Et à l'intérieur des pays, on l'observe dans tous les secteurs, hein, dans l'industrie, dans les services, dans la finance, dans la construction. Alors l'universalité du phénomène pose question, parce que il y a plein d'explications du ralentissement de la croissance et des gains de productivité qui sont des explications liées à des facteurs nationaux particuliers. On dit mauvaise politique économique en France. Mais ce ne sont pas les mauvaises politiques économiques qui expliquent cette baisse de la croissance potentielle. C'est un phénomène mondial et qui touche tous les secteurs. Donc ça joue un rôle. Évidemment, si la France avait fait des politiques plus favorables à l'innovation, à l'éducation, on aurait sans doute plus de croissance potentielle. Mais ce qu'on veut dire, c'est que le phénomène majeur, qui est un déclin mondial du potentiel de croissance, est quelque chose qui ne peut s'expliquer que par une explication globale. Même l'Allemagne, même les États-Unis. Même l'Allemagne. Les gains de productivité sont plus faibles en Allemagne qu'en France, hein, alors qu'on nous donne l'Allemagne comme exemple d'un pays qui est monté en gamme, qui a fait des efforts d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est très troublant. Alors c'est d'autant plus troublant que ça se produit, ça continue aujourd'hui, alors qu'on vit dans le sentiment et dans le consensus qu'on est dans un environnement d'innovation technologique continuelle, majeure, qu'il se crée des start-up tout le temps, qu'il y a plein de produits nouveaux. Et malgré cela, on reste complètement sans aucun signe, dans aucun pays, d'une réaccélération des gains de productivité. Alors vous insistez dans le livre sur le fait que la productivité globale des facteurs stagne ou recule un peu partout dans le monde. Alors d'un côté, on a une augmentation du facteur capital, des investissements très lourds, on a une démographie qui continue de progresser, même si elle se ralentit, mais la productivité globale baisse. Oui. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs tout d'abord qu'est-ce que c'est que la productivité globale des facteurs? Oui, alors c'est quelque chose qui date d'il y a assez longtemps. Dans les années 60-70, on avait la problématique inverse et on se demandait comment on avait autant de croissance. Donc la productivité globale des facteurs qu'on appelait à l'époque le résidu, hein, c'est la partie de la croissance qui n'est expliquée... Qui expliquait l'essentiel de la croissance. Ouais, alors à l'époque, qui expliquait 75% de la croissance, hein, c'est la partie de la croissance qui n'est expliquée ni par le fait qu'on a plus d'emplois, ni par le fait qu'on a plus de capital. Donc on peut appeler ça le progrès technique pur. Donc c'est le progrès technique, les nouveaux processus de production, l'amélioration du capital humain, du niveau d'éducation de la population. Et à nouveau, dans les années 60, on avait à peu près dans tous les pays 4% de croissance, dont 3% venaient de ce progrès technique pur. Et aujourd'hui, au mieux, le progrès technique, la productivité des facteurs est plate, c'est même dans certains pays comme l'Italie, il diminue. Et donc on a une rupture. Alors c'est très choquant aussi, parce que on pourrait se dire, les entreprises, face au vieillissement démographique, ont décidé de remplacer les hommes par du capital.
Donc certes, on va avoir beaucoup de capital. Oui, parce qu'on est de plus en plus intensif en Oui, capital. oui, alors on est de plus en plus intensif, mais la logique voudrait que ceci ce soit pour remplacer des emplois, soit parce qu'on a du vieillissement, soit parce que le travail est trop cher, soit parce Mais on a en même temps une hausse très forte de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de capital pour produire, et un ralentissement de la productivité du travail. Ça veut dire que même si chaque salarié a de plus en plus de capital à sa disposition, la productivité des salariés ralentit. Donc c'est un énorme gâchis de capital qu'on observe depuis 30 ans dans les pays de l'OCDE. Oui. Alors vous insistez le fait qu'une partie de l'explication de ce ralentissement de la productivité vient de la diminution de la part de l'industrie. Alors il y a plein d'explications, mais celle-ci joue un rôle. C'est très important, mais ce n'est qu'une toute petite partie en réalité de l'explication. C'est ce qu'on a appelé l'effet anti-schumpeterien. Normalement, on est dans des économies schumpeteriennes, comme après la Seconde Guerre mondiale. Donc on détruit des emplois dans les secteurs peu sophistiqués, et ces emplois se recréent dans des secteurs plus sophistiqués, et ça fait de la croissance. Comme ça qu'on a fait la croissance européenne dans les années 50 et 60, avec la destruction des emplois agricoles, qui étaient remplacés par des emplois industriels. Aujourd'hui, on est complètement anti-schumpeterien, puisque dans tous les pays, sauf l'Allemagne, qui est une exception, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, en France, en Italie, on détruit des emplois industriels avec des productivités relativement élevées, et on les remplace par des emplois de services peu productifs. Mais est-ce qu'on n'a pas un prisme un peu statistique? Parce que la frontière entre l'industrie et le service est difficile à juger aujourd'hui. Oui, entre l'industrie et les services aux entreprises. Mais vous voyez, quand aux États-Unis, les gens sont assez brutaux, quand ils vous disent que le modèle américain, c'est que les Américains perdent leur emploi chez General Motors et vont travailler chez McDonald's, là, on n'est pas dans les services, c'est vraiment de la déqualification. Donc ça joue un rôle, mais à nouveau, ce n'est qu'une toute petite partie de l'explication. À mon avis, le cœur de la réflexion doit être sur l'importance ou non des innovations technologiques. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous avons depuis 20 ans, le numérique, pour parler simplement, est une innovation technologique majeure qui va finir par fabriquer des gains de productivité, ce qui est l'espoir de tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une innovation technologique majeure et ça n'aura que très très peu d'effet sur la productivité. Mais est-ce que justement sur ce point-là, Patrick Artus, on ne fait pas une erreur en étant axé sur le numérique, c'est en quelque sorte sur l'écume des choses, parce qu'on n'ose plus parler aujourd'hui d'informatisation. Parce que l'informatisation, en fait, c'est la robotisation généralisée des activités tertiaires. Oui, à nouveau, c'est une des thèses, quand on travaille avec les historiens disent que les économistes sont beaucoup trop impatients, ce qui est probable, et que quand la dernière grande innovation de l'histoire, c'est la seconde révolution industrielle, c'est le moteur électrique, donc c'est la seconde moitié du 19e siècle. Et il a fallu attendre 20 ou 30 ans entre l'apparition du moteur électrique et le moment où ceci a provoqué des gains de productivité. Simplement parce qu'on ne savait pas s'en servir, on ne savait pas utiliser la flexibilité dans les usines du moteur électrique. Donc là, la micro-informatique, ça a 30 ans aujourd'hui, à peu près. Oui, et voilà, et Internet, c'est une grosse vingtaine d'années, et peut-être... Est-ce qu'on n'est pas justement au moment où ça va produire des effets? Je veux bien. Ce qu'on a voulu dire dans le livre, c'est... nous ne voyons pas du tout aujourd'hui dans les chiffres, alors peut-être que les chiffres à nouveau ne reflètent pas aussi toute la réalité. À nouveau, l'économie d'Internet, c'est une économie dont une partie n'est pas mesurée. Il y a le gratuit, les échanges de services entre individus, les effets de qualité, tout ça n'est pas mesuré. Donc peut-être la réalité, en partie à nouveau, est telle qu'il y a une économie non mesurée par les statisticiens, qui est une économie qui n'est pas dans le PIB. Des effets qualité, par exemple. Des effets de qualité ou vraiment l'économie de l'échange. Quand vous louez un appartement à New York sur Internet à un Américain qui vous loue son appartement, c'est pas dans le PIB. Je veux dire, et donc, évidemment, il y a des problèmes de mesure, mais quand même, on a le sentiment qu'à nouveau que ceci n'est qu'un petit bout de l'explication et que la question cruciale, c'est celle que vous posiez, c'est-à-dire est-ce que on va finir par voir des effets sur la croissance de long terme des nouvelles technologies au sens très large, donc ça va depuis l'informatique, Internet, les robots, le big data, les objets connectés, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ces innovations ne sont que des innovations marginales, des innovations de process, qui ne vont pas changer radicalement la technologie. Et on cite dans le livre un Américain qui dit il y a 20 ans, je croyais que je conduirais des voitures qui volent, et aujourd'hui, j'ai droit à 140 caractères sur Twitter. Donc l'idée, est-ce que finalement, on n'est pas en train de surestimer la vraie portée de cette vague d'innovation ?
Alors, vous montrez dans le livre que cette baisse de la productivité globale des facteurs est générale dans le monde. Quelle est la situation spécifique du tissu économique français sur ce plan? Le tissu économique français, on sait qu'il a une particularité qui est, on l'a brièvement évoqué déjà, une très forte intensité capitalistique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on entend souvent dire dans des analyses qui ne sont pas justes factuellement, nous ne manquons pas d'investissement ou de capital. La France est un pays où on a beaucoup investi et où l'intensité capitalistique est très forte. Le problème, c'est la qualité du capital. C'est un capital qui est peu moderne, peu robotisé. Vous savez que nous achetons 6 fois moins de robots chaque année que les Allemands, 10 fois moins que les Chinois. Et donc nos machines-outils sont anciennes. Nos machines-outils sont anciennes, c'est la génération de machines-outils d'avant, donc ça pose des problèmes de qualité. Évidemment, on peut vendre moins cher les produits. Et en matière d'investissement dans les systèmes informatiques, par exemple? Et on a beaucoup moins développé. L'effet des nouvelles technologies sur l'économie, il faut vraiment le distinguer entre deux morceaux. Il y a l'effet du secteur qui produit les nouvelles technologies. Et ce secteur, il est assez petit partout, curieusement. Aux États-Unis, où il est le plus développé de tous les pays de l'OCDE, le secteur qui produit les nouvelles technologies, c'est 4% des emplois. Et en France, 3%. Et donc, ce n'est pas ça qui est le plus important, alors qu'on se concentre souvent sur la Silicon Valley. Ce qui est le plus important, c'est la diffusion des nouvelles technologies dans l'ensemble des entreprises. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut s'attacher à ces 4% ou 3% aux effets de capillarité, de diffusion? Les deux, parce que dans la seconde moitié des années 90, le bond de productivité qu'on a eu aux États-Unis et que beaucoup ont interprété comme étant quelque chose de tout à fait nouveau, n'était dû que à la productivité dans le secteur producteur de nouvelles technologies. Et quand ce secteur est devenu mature, au début des années 2000, ceci a disparu. Alors, par contre, en France, ou d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Europe, on diffuse moins les nouvelles technologies dans les tissus d'entreprise. Ce qui est assez bizarre, c'est que la France est un des pays où Internet est le plus diffusé chez les individus, chez les particuliers, et le moins diffusé dans les entreprises. L'investissement en nouvelles technologies, c'est 1,5% du PIB en France, c'est 4% du PIB aux États-Unis. L'innovation en France se fait d'abord en dehors des entreprises et rentre ensuite par les salariés dans les entreprises. Oui, les salariés, finalement, sont plus technologiques que leurs employeurs. Mais je reviens à mon point du début. Le ralentissement de la productivité, il est aux États-Unis aussi. Donc toute cette comparaison États-Unis-France ne doit pas faire oublier qu'on parle d'un phénomène global qui touche aussi les États-Unis. On était entre 3 et 4% de gain de productivité aux États-Unis il y a 20 ans. Aujourd'hui, la Réserve fédérale nous dit qu'on est autour de 1,5 en tendance. Donc le déclin de la productivité, il est aussi violent aux États-Unis qu'en France. Donc évidemment, les États-Unis sont beaucoup plus en avance technologiquement, mais ça ne les sort pas de ce problème de ralentissement de la croissance de long terme. Et c'est ça qui est très troublant. Si on suit l'hypothèse, je parle bien d'hypothèse que vous défendez dans ce livre, c'est une hypothèse, face à une croissance zéro ou une croissance potentielle très faible, comment nos pays avancés notamment, vont pouvoir faire face aux défis économiques et sociaux qui se posent à nous? Alors, je pense aux retraites, la dette souveraine. Alors ce n'est pas un problème d'emploi. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là. Si vous avez une croissance lente parce que les gains de productivité sont lents, vous n'avez pas moins d'emplois qu'avec une croissance rapide et des gains de productivité rapides. On peut créer de l'emploi avec une très faible... Ça s'appelle la croissance riche en emplois dans le jargon habituel. Non, c'est ce qu'on fait depuis des années. Voilà, c'est un problème de revenus. C'est qu'on génère moins de revenus. Donc on est en moins bonne position pour financer une santé qui devient de plus en plus chère, pour financer les retraites, pour financer des dépenses d'éducation supplémentaires. C'est un problème de revenus et pas d'emploi. Et nous, ce que nous disons dans ce livre, c'est que on trouve assez irresponsable, vous avez raison de dire que c'est une hypothèse, mais cependant, on trouve assez irresponsable de la part de beaucoup de gouvernements de ne pas imaginer que ça puisse se produire. C'est-à-dire que quand les gouvernements continuent à regarder les budgets, les systèmes de retraite, les systèmes de santé à l'horizon de 10 ans ou de 15 ans avec l'hypothèse qu'on va avoir 2% de croissance, et ne font pas d'autres hypothèses, ça me paraît extraordinairement dangereux. C'est vraiment irresponsable. Si on pense qu'on aura un petit 1, disons, de croissance et pas 2, il va falloir que les gouvernements fassent des choix stratégiques, d'une part. On ne pourra pas tout faire, donc il faudra réfléchir à ce qu'on privilégie. Et deuxièmement, il va falloir que les gouvernements s'occupent des problèmes, des conflits que ça va générer, puisqu'évidemment, dans une croissance faible, les retraités vont essayer d'en avoir plus par rapport aux actifs, les assureurs vont essayer d'assurer seulement les gens qui sont bien importants. Dans des luttes catégorielles de plus en plus importantes. On va être dans une économie totalement catégorielle, corporatiste, et chacun va compter sur sa corporation pour manger la corporation voisine, sachant que le gâteau global est constant. Et ça, on le voit déjà.
On le voit vraiment déjà. Hein. Et donc, il va falloir que les gouvernements s'occupent de donner des règles. Hein, de dire voilà les règles sur les retraites, sur ce qu'on doit faire dans la santé. Et il ne faudra pas que les gouvernements laissent les corporations se déchirer entre elles pour le partage du revenu. Bon, votre position, c'est de dire ce n'est qu'une hypothèse, mais il faut prendre cette hypothèse au sérieux. Oui. Néanmoins, cette stagnation séculaire, ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour être actifs face à cette hypothèse? Je crois d'abord, il ne faut pas baisser les bras, évidemment, et donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. On le disait avant, le sujet majeur, je crois, à la fois c'est un problème d'entrepreneuriat. Alors, si on revient sur la France, hein, pour être plus précis. Libérer l'entrepreneuriat, c'est une priorité. Oui, mais quand même aussi, on ne peut pas tout. Les réglementations et l'État n'est pas responsable de tout. Si on a 80% des PME en France qui n'ont jamais de croissance, ce n'est pas qu'un problème d'État. Il y a quand même une attitude extrêmement conservatrice de beaucoup d'entreprises. Hein, il y a très peu d'entreprises en croissance avec des nouveaux produits. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Hein. Et donc je crois qu'il faut essayer de pousser le tissu d'entreprises qui croient, qui innovent. Et on a quand même un tissu d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de culture? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous êtes enseignant par ailleurs, Patrick Artus, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parmi les jeunes générations, il y a une modification d'attitude par rapport à l'entrepreneuriat? Non, mais il y a des signes tout à fait positifs. La France est un des pays de l'OCDE où le nombre de créateurs d'entreprises par rapport à la population est le plus élevé. Il est plus élevé qu'aux États-Unis. Hein. Simplement, pour l'instant, on est dans le domaine de la microéconomie. Ça ne fait pas encore de la macroéconomie visible. Non, et puis deuxième chose, mais il faut vraiment diffuser beaucoup plus les innovations, les nouveaux produits, les nouvelles technologies dans plus d'entreprises. Et puis je crois qu'il y a un énorme problème du système de formation, aussi bien de formation initiale que du système de requalification. On sait qu'on a un système de formation professionnelle qui est épouvantable, qui est complètement cher et complètement inefficace. Et dans ce monde-là, c'est pas possible. Si vous regardez à nouveau les enquêtes de l'OCDE, il y a une enquête très intéressante qui s'appelle PIAC. C'est le PISA des vieux, hein. C'est une enquête qui mesure les compétences de la population active. La France est avant-dernière sur les compétences de la population active, juste devant l'Italie. Et quand vous regardez les détails, vous voyez qu'une majorité de la population active en France qui n'est absolument incapable de se servir d'un ordinateur. Et donc évidemment, c'est ça que devrait faire le système de formation professionnelle et pas des formations à le développement des talents personnels ou la gestion de l'agenda du week-end. Donc il faut professionnaliser le système de formation professionnelle et ça, c'est absolument urgent. Donc Patrick Artus, croissance zéro, une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux, mais pas de fatalisme. Donc espérons des politiques à mettre en place pour lutter contre cette perspective. Je vous remercie, Patrick. Merci.